bracelet électronique, c'est finalement la machine qui conduit les comportements humains. C'est un vieux rêve qu'on voit à la fin du 19e siècle, lorsque par exemple l'ingénieur Poulot considère qu'il n'y a pas mieux que la machine pour diriger le comportement ouvrier d'un point de vue de sa conscience morale. C'est-à-dire que finalement la machine vient remplacer, faire mieux que l'instituteur ou le prêtre. Alors la grande question, bien sûr, c'est à quoi correspond aujourd'hui ce choix d'une machine en lieu et place d'un surmoi, en lieu et place d'une conscience morale, puisque finalement c'est un surmoi portatif qui est placé à la cheville et qui vient contrôler, normaliser, surveiller le comportement des individus. Georges va jouer les cobayes. Le voilà équipé d'un bracelet sobriété à la cheville gauche, caché sous le pantalon. Georges se rend au pub et s'offre un seul verre d'alcool, une pinte de bière. Le bracelet ne lui dit pas d'arrêter, mais l'appareil analyse déjà l'alcoolémie et envoie les résultats en temps réel sur une base de données. Dans son bureau, Allen n'a plus qu'à se connecter à son logiciel pour connaître la consommation de Georges. Le bracelet est équipé d'un capteur sensoriel. Celui-ci analyse toutes les 30 minutes l'alcoolémie grâce à la sueur et la température de la peau. C'est aujourd'hui le seul outil capable de fournir une information en temps réel pendant plusieurs jours. Cette mère de 2 enfants qui a choisi de parler à visage caché a porté le bracelet pendant 3 mois. Ancienne alcoolique, la justice ne lui a pas laissé le choix. Elle menaçait de lui retirer la garde de ses enfants. Le bracelet lui a permis de prouver qu'elle était sevrée. Si j'avais bu un verre, mes enfants auraient pu m'être retirés. Je n'aurais donc jamais pris ce risque-là. Et c'est ça qui m'a aidé à rester sobre. La question est de savoir qu'est-ce qui nous a amené à cette solution technique. C'est-à-dire qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, face aux problèmes psychologiques, face aux problèmes sociaux, face aux problèmes politiques finalement des humains, le choix se porte sur la machine, se porte sur la technique. Qu'est-ce qui nous amène à une solution technicienne pour régler l'ensemble des problèmes humains? Il est intéressant de se reporter à une interview donnée par le maire de Londres qui a mené justement cette expérience pilote, Boris Johnson, et qui dit que grâce à ce bracelet électronique qui surveille, contrôle le comportement des individus qui ont été impliqués dans des déviances sociales, des injures, des altercations après avoir ingurgité un peu trop d'alcool, n'est-ce pas, c'est mieux que tout le reste. C'est-à-dire qu'avec ce bracelet électronique, on peut les aider, dit le maire de Londres, Boris Johnson, on peut les aider, et il ajoute, je crois, que c'est moins cher et plus efficace. Alors c'est très important, on peut les aider. C'est-à-dire que la forme de l'aide aujourd'hui dans notre société, n'est-ce pas, c'est pas la relation humaine, la forme de l'aide, ça n'est pas la psychothérapie, ça n'est pas même le médicament, la forme de l'aide, c'est la machine. C'est la machine qui vient en quelque sorte, n'est-ce pas, normaliser, contrôler le comportement des sujets humains. Alors, c'est moins cher et plus efficace. Là, on a les 2 mamelles du néolibéralisme. On n'a plus à discuter. Si c'est moins cher, c'est un langage de gestion, un langage de comptable. Il n'y a absolument plus à discuter. C'est plus efficace. Alors, est-ce que c'est vraiment plus efficace? Là, c'est intéressant parce que, bien sûr, ce type d'expérience a déjà, je dirais, cours aux États-Unis depuis longtemps et aujourd'hui encore en Europe, dans les Pays-Bas et ailleurs. Et aux États-Unis, on a un peu le recul. Alors, est-ce que c'est vraiment plus efficace? On s'aperçoit, suite à des recherches dans le Dakota du Sud, que finalement, c'est plus efficace le temps où les individus portent le bracelet, moins de 5% récidive. Mais après, lorsqu'on enlève le bracelet, ils rejoignent la moyenne des récidivistes. C'est-à-dire que l'efficacité, n'est-ce pas, n'a lieu que durant le moment où on porte le bracelet. Est-ce que ça veut dire qu'il faut porter ce bracelet électronique à vie? Bracelet qui, encore une fois, n'est-ce pas, n'est pas simplement attribué qu'aux personnes prises dans des altercations, des injures sur la voie publique, mais c'est aussi un bracelet qui peut être porté, bien sûr, par les personnes assignées à résidence, par les seniors en cavale des maisons de retraite, par les bambins qui font crèche buissonnière, enfin bref, par l'ensemble de la population. C'est-à-dire qu'il faudra aujourd'hui se résoudre à considérer que notre conscience morale, elle est dans la machine. We don't need no education. We don't need no thought control. No dark sarcasm in the classroom.
C'est absolument terrible parce qu'on a vraiment l'impression d'avoir affaire à des animaux de laboratoire. On voit vraiment là apparaître, je dirais, une conception de l'individu comme étant un individu de masse, c'est-à-dire seul ensemble. C'est, je crois, le type même des sociétés modernes et postmodernes auxquelles nous avons affaire et où finalement chaque individu se trouve normalisé au point qu'il devient un élément, enfin un segment, je dirais, d'un ensemble collectif, une pièce interchangeable. Enfin, ils se ressemblent tous, on peut quasiment les interchanger, ils sont remplaçables. Je crois que là, on a vraiment ce qu'il en est aujourd'hui d'une forme d'éducation qui en même temps reflète une forme, je dirais, de gouvernement politique, c'est-à-dire finalement de considérer que les individus aujourd'hui, eh bien, ils n'ont qu'à se trouver assignés à des formes de comportement qu'on leur prescrit et finalement à suivre le mode d'emploi des machines gouvernementales. Je crois qu'on a vraiment affaire là au film le plus magnifique qui montre ce que constitue la crise du libéralisme face aux exigences de la révolution, de la deuxième révolution industrielle à la fin du XIXe siècle. C'est-à-dire qu'on voit très bien qu'on ne peut plus croire vraiment à, je dirais, un sujet émancipé, rationnel, guidé par sa morale et avide de progrès et de justice à partir du moment où il est pris dans une espèce de standardisation des comportements. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, on voit tout à fait comment, je dirais, ce n'est pas d'ailleurs la production à la chaîne qui constitue la standardisation de la pensée, mais c'est bien plutôt, comme le disait le philosophe des machines Gilbert Simondon, c'est bien plutôt la standardisation de la pensée qui permet justement au travail à la chaîne d'émerger. Et on voit bien comment ce travail à la chaîne, n'est-ce pas, aujourd'hui, il va se faire de manière beaucoup plus virtuelle, il va se faire de manière moins mécanique, mais tout aussi féroce, de manière tout aussi cruelle, et où tous nos actes professionnels se trouvent fragmentés, rationalisés, organisés scientifiquement, et du coup, on est complètement dispensé d'avoir à penser, à réfléchir et à échanger avec les autres. On voit bien d'ailleurs dans cet extrait du film Les temps modernes, on voit bien effectivement comment les individus ne peuvent pas coopérer, ils ne peuvent pas travailler ensemble. Ils sont juxtaposés et ils ont simplement effectué des tâches qui leur sont prescrites. Et il y a une autre partie d'ailleurs dans Les temps modernes où on voit justement Charlot passer à l'intérieur des rouages de la machine. C'est-à-dire il devient lui-même plus qu'un rouage de la machine. Ça, aujourd'hui, vous l'avez. Vous ne l'avez pas forcément, je dirais, sur le modèle simplement mécanique, mais vous l'avez aujourd'hui par une espèce de traçabilité des comportements, par une espèce de numérisation du monde, où les individus voient leur capacité de penser, d'œuvrer, complètement confisquée par des protocoles qui prescrivent justement ce qu'ils doivent faire, qui prescrivent le mode d'emploi de l'ensemble des actes professionnels qu'ils doivent accomplir, que ce soit l'éducation, le soin, la justice, l'information, la culture, l'enseignement, la recherche ou même la politique. Il n'y a plus aucune marge de manœuvre, c'est la machine qui commence. On revient en quelque sorte à une forme de bracelet électronique, mais je dirais généralisée. What is also proper à notre époque Ce qui est également propre à notre époque, c'est l'intrusion massive de la criminalité dans la vie politique.
Je veux parler ici de quelque chose qui dépasse de loin ces crimes, que l'on cherche toujours à justifier par la raison d'État, en prétextant que ce sont des exceptions à la règle. Ici, au contraire, nous sommes soudain confrontés avec un style d'action politique qui est en lui-même criminel. Ce n'est plus une exception à la règle. Ils ne disent pas « nous sommes dans une situation d'une telle urgence qu'il nous faut brancher tout le monde sur une table d'écoute ». Ici, la table d'écoute fait partie du procédé politique normal. Ils ne disent pas non plus « nous cambriolons exceptionnellement les bureaux d'un psychiatre et nous ne le ferons jamais plus ». Absolument pas. Ils affirment au contraire qu'une telle effraction est absolument légitime. Cette affaire de sécurité nationale provient directement de la notion de raison d'État. Je pense qu'on voit bien comment, on entend bien comment Hannah Arendt est vraiment le penseur politique du XXe siècle. C'est-à-dire comment elle nous montre que finalement cette standardisation, cette technicisation, cette brutalisation des rapports humains que nous avons pu voir se dérouler, je dirais, avec le bracelet électronique, avec les Pink Floyd, avec les temps modernes, nous l'avons aussi aujourd'hui dans le champ du politique. Et c'est bien justement parce que le politique, d'une certaine manière, n'est-ce pas, s'est désisté en faveur d'un système technicien que finalement c'est la technique qui commande. Et la technique qui commande, ça veut dire que nous sommes dans ce que Hannah Arendt appelle le désert. C'est-à-dire à partir du moment où les hommes sont seuls ensemble, à partir du moment où ils accomplissent un certain nombre d'actes et d'expériences existentielles sans être maître d'œuvre justement de leur destin, sans pouvoir le partager dans une expérience sensible qui est justement le champ du politique par un échange de paroles et d'actions symboliques. À partir de ce moment-là, c'est tout un système qui se met à commander et si ce système commande, il a besoin pour cela de recueillir un maximum d'informations. Les big data, n'est-ce pas, qu'il fait traiter par des ordinateurs et les politiques eux-mêmes se trouvent d'une certaine façon prolétarisés, c'est-à-dire que nous sommes aujourd'hui dans ce que Hannah Arendt appelle la désolation. Nous sommes aujourd'hui dans l'essolement, ce qui n'a rien à voir avec la solitude. La solitude est la condition même d'une pensée, mais d'une pensée où je dialogue avec moi-même, comme ensuite je peux dialoguer avec l'autre. Et si je peux dialoguer avec l'autre, c'est parce que j'ai déjà dialogué avec moi-même. À partir du moment où on n'a plus les conditions sociales, culturelles et politiques qui permettent justement de penser, à partir de ce moment-là, n'est-ce pas, eh bien, on débouche sur une espèce de grand système complètement fou qui ne profite, je dirais, qu'aux logiques du marché et bien évidemment avec les contrôles sécuritaires que nécessite justement ce type d'économie du capitalisme financier. Donc je crois que Hannah Arendt a vraiment pensé non seulement son temps, non seulement le milieu du XXe siècle, mais elle a aussi pensé le début du XXIe siècle avec justement l'émergence d'un hédonisme de masse comme compensation de la liberté du politique qui disparaît. La liberté du politique d'ailleurs n'étant pas simplement la liberté des hommes politiques, mais étant la liberté politique de tout sujet humain. Cette fresque, un hommage à Beethoven,
et à Mahler en même temps, de Klimt, elle vient vraiment marquer, je dirais, une révolution symbolique. Bien sûr, cette révolution qui est celle du groupe dit de la sécession à Vienne en 1897, n'est-ce pas, elle vient attester de la défaite des valeurs libérales. C'est-à-dire que justement, le rationalisme, l'espoir dans le progrès, l'espoir dans l'art historicisant, tout ça, enfin, en gros, les grandes valeurs bourgeoises, ça tient plus la route. C'est pour ça qu'il y a un groupe d'artistes. Il y a bien sûr Klimt, Schiele, Kokoschka, Moser, aussi d'architectes comme Wagner, n'est-ce pas, mais aussi des romanciers comme bien sûr Schnitzler, Zweig, Musil, qui viennent marquer d'une certaine façon qu'on ne peut plus aujourd'hui penser le sujet humain de la même façon qu'ont pu penser les libéraux. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs ils ont affaire aujourd'hui à un homme psychologique, à un homme qui vient faire face justement aux forces irrationnelles pour pouvoir aspirer au bonheur. Et on voit très bien dans cette fresque qui est justement une fresque, c'est l'ode au bonheur, n'est-ce pas, l'humanité souffrante qui aspire au bonheur, on voit bien comment elle doit affronter les forces telluriques, les forces irrationnelles, les forces obscures. C'est-à-dire qu'on voit bien d'ailleurs comment Klimt est étroitement à ce moment-là lié aussi à la découverte freudienne, lié à tout un chamboulement du politique, parce que bien évidemment, n'est-ce pas, ça ne se produit pas seulement dans le domaine de l'art, ça se produit aussi au cœur même de la société. À Vienne, à ce moment-là, n'est-ce pas, on peut dire que le libéralisme est en crise et on voit bien que face justement à l'émergence des masses, face à la prolétarisation, à la paupérisation de ces masses, cette idée d'un homme rationnel, moral et autres, ça ne peut pas tenir la route. C'est-à-dire, on voit très bien à ce moment-là combien les valeurs bourgeoises sont hypocrites, jusqu'à y compris dans l'art. C'est-à-dire que, si vous voulez, on voit bien comment cette fresque du bonheur, n'est-ce pas, elle vient en quelque sorte apporter un démenti à l'éloge que pouvait constituer le Ring, n'est-ce pas, ce grand boulevard qui ceinture Vienne, où étaient déposés comme ça, dans l'éloge aux grandes valeurs historiques, tous les trésors du passé. Ça ne tient pas la route. Avec l'expressionnisme, avec justement le groupe de la sécession qui pose, il faut voir de manière extraordinaire d'ailleurs à Vienne, n'est-ce pas, l'adage qui est posé du groupe de la sécession, à chaque époque son art et à chaque art sa liberté. Aujourd'hui, en 1897, au moment, si vous voulez, où se constitue le groupe de la sécession, 1902, c'est le moment de la fresque, on voit bien à partir de ce moment-là qu'on n'a pas affaire au même sujet humain. Il y a eu vraiment une révolution symbolique, il y a eu en quelque sorte la destitution, le discrédit des valeurs libérales au profit d'autres valeurs qui vont d'ailleurs être portées aussi par l'art et par la psychanalyse. Alors, nous avons affaire là à la présentation de malades, plus particulièrement de patientes hystériques, les leçons de Charcot, les leçons du mardi, qui n'attiraient pas d'ailleurs que les internes, les médecins de la Salpêtrière, mais aussi le tout Paris. Et on peut se demander ce que le tout Paris allait justement voir dans cette présentation de Charcot. Et je me demande en quelle mesure ce que le tout Paris n'allait pas voir, n'est-ce pas, chez Charcot, c'est tout simplement l'effondrement de cette conception d'un sujet qui est capable de se diriger par sa conscience, par sa raison et par sa volonté. C'est-à-dire que ce que montre Charcot à ce moment-là, c'est, je dirais, une influence sociale extraordinaire, puisqu'on peut soumettre les individus au point qu'on peut leur dicter, je dirais, leurs symptômes, et on peut aussi leur dicter leur guérison. Alors, il y a chez Charcot, bien sûr, une espèce de réhabilitation de l'hystérique, de la femme aussi. C'est-à-dire qu'il restitue justement à la femme sa dignité, ce que justement un certain nombre de médecins européens, à Vienne notamment, mais peuvent contester, c'est-à-dire l'existence, par exemple, d'une hystérie masculine, n'est-ce pas, et ça serait simplement la femme romantique prise dans ses vapeurs et son affectivité qui souffrirait d'hystérie, c'est-à-dire de maladie somatique sans support organique. Il y a donc chez Charcot véritablement là, n'est-ce pas, la monstration, je dirais, de
d'un sujet qui est à l'intérieur du sujet et qui obéit au médecin. Il reste à accomplir un acte, ce sera l'acte freudien, de montrer que cette volonté à l'intérieur du sujet, c'est-à-dire que ce que nous montre Freud, c'est que si le moi n'est pas maître en son logis, il y a quand même à l'intérieur de chaque sujet humain une autre volonté qu'il appelle la contre-volonté, qu'il va appeler l'inconscient, et qui vient en quelque sorte, n'est-ce pas, manifester que l'autonomie de la volonté, on ne peut pas tellement y croire, et c'est cela aussi les fondements du libéralisme. On ne peut pas, n'est-ce pas, concevoir un individu qui pourrait faire société en passant contrat avec l'autre sur simplement, je dirais, sur la base de sa volonté. C'est-à-dire la volonté individuelle comme source du droit. On voit bien comment, à la fin du 19e siècle, au début du 20e, ça va complètement s'effondrer. Et d'ailleurs, même sur un plan juridique, on ne va plus du tout croire à cet individualisme juridique. On va bien, justement, se rendre compte, avec l'émergence des sciences sociales et humaines à la fin du 19e siècle, que, comme le disait d'ailleurs Camus, n'est-ce pas, il n'existe pas d'individu solitaire. C'est la grande découverte du 19e siècle, c'est ce que remarque Camus. Et d'ailleurs, il explique le marxisme, le succès du marxisme à ce moment-là, comme étant justement la révélation qu'à la base du sujet humain, il y a une substance sociale, il y a des rapports sociaux. C'est aussi la découverte de la sociologie. Ce n'est pas par hasard que nous découvrons la sociologie avec Durkheim à la fin du XIXe siècle, ou bien la psychologie sociale avec Tarde, ou bien sûr, la psychanalyse avec Freud. C'est la reconnaissance, justement, qu'il n'existe pas d'individus solitaires. Et c'est-à-dire que donc la figure anthropologique du libéralisme d'un sujet qui, au nom de sa volonté portée par sa conscience, pourrait contracter avec les autres, eh ben ça ne peut pas tenir la route. Et c'est très important parce que politiquement, ça produira d'une certaine manière la reconnaissance d'une désintégration sociale, la reconnaissance justement d'une anomie sociale et d'une crise politique majeure telle qu'on va la voir apparaître à la fin du 19e et ensuite qui va s'inscrire dans des événements historiques au début du XXe. Stefan Zweig, Le Monde d'hier, les premières heures de la guerre de 1914. Il pensait agir sincèrement, ces poètes, ces professeurs, ces patriotes soudains de l'époque. Je ne le nie pas. Mais en très peu de temps, on se rendit compte de l'affreux désastre auquel conduisait leur éloge de la guerre et leur orgie de haine. De manière générale, en 1914, tous les peuples en guerre se trouvaient dans un état de surexcitation. Les pires rumeurs se muaient aussitôt en vérité et on donnait crédit aux diffamations les plus absurdes. En Allemagne, des dizaines de personnes jurèrent avoir vu de leurs propres yeux, juste avant que la guerre éclate, des automobiles chargées d'or venant de France en direction de la Russie. Les histoires d'yeux crevés et de mains coupées qui circulent promptement dès le 3e ou le 4e jour de chaque guerre remplissaient les journaux. Hélas, les inconscients qui propageaient pareils mensonges ignoraient que la technique, qui consiste à accuser les soldats ennemis de toutes les atrocités imaginables, fait partie du matériel de guerre au même titre que les munitions et les avions, et que dans chaque guerre, on s'en approvisionne dès le premier jour dans les magasins. La guerre n'est pas compatible avec la raison et la droiture des sentiments. Elle a besoin de l'exacerbation des sentiments, elle a besoin d'enthousiasme pour sa propre cause et de haine contre l'adversaire. À la fin, justement, du XIXe siècle, et on peut considérer que le XIXe siècle va jusqu'à 1918, les historiens l'admettent bien volontiers, n'est-ce pas ? À la fin du XIXe siècle, on ne peut plus croire dans un homme libéral, autonome, rationnel, qui pourrait conduire sa vie dans la mesure même où il y a l'émergence de masses en colère. Et c'est l'ère des foules. Gustave Le Bon va parler de l'ère des foules. On sait bien, à partir de ce moment-là, n'est-ce pas, on va parler d'épidémie psychique, de contagion affective. Il va y avoir d'ailleurs une peur terrible par rapport à ces foules que l'on va souvent assimiler à des espèces d'hystérie collective. Alors, à partir de ce moment-là, il s'agit de retrouver une autre manière de penser le sujet humain. Et cette manière de penser le sujet humain, on aurait pu un temps espérer qu'en quelque sorte le socialisme, l'humanisme et autres puissent apporter une solution. Et on voit bien avec l'émergence de la solution
technique de mort, c'est-à-dire l'industrialisation de l'anéantissement que constitue la Première Guerre mondiale, on voit bien que ce n'est pas comme ça que ça se passe. On voit bien que, on peut dire, la pulsion de mort prend le dessus par rapport aux forces de vie, aux forces d'éros. Et à partir de ce moment-là, n'est-ce pas, ce qui va dominer la scène politique comme la scène sociale, c'est l'émergence de nationalisme, d'antisémitisme, qui vont participer à la dislocation des empires et des nations européennes et qui vont déboucher bien sûr sur cette Première Guerre mondiale qui constitue, n'est-ce pas, on l'a vu avec Zweig, qui constitue en quelque sorte le moment où finalement la liberté se trouve violentée par les forces sorties des ténèbres, c'est-à-dire effectivement les forces de mort que représente cette Première Guerre mondiale, qui va, et c'est un peu la thèse de l'individu ingouvernable, qui va justement à nouveau se trouver réémerger, n'est-ce pas ? Il va y avoir une résurgence d'une certaine manière de cette violence-là dans les années 1919, 1920, 1930, c'est-à-dire au moment où vont apparaître justement le nazisme, le fascisme et le stalinisme, c'est-à-dire effectivement des mouvements de masse. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on ne peut plus croire à un sujet autonome, rationnel, pris dans le progrès de la science, de l'industrie et de la technique, à partir de ce moment-là, n'est-ce pas, les individus se trouvent dans une espèce de désaffiliation, ils se trouvent déracinés et ils se trouvent à ce moment-là offerts comme devenant la proie de prédateurs de masse. Ces prédateurs de masse, bien sûr, ce sera par exemple à la fin du XIXe siècle, n'est-ce pas, l'antisémitisme avec Karl Lueger qui va gagner les élections en 1895 à Vienne. Ça va être bien sûr avec Mussolini en 1919, le fascisme italien. Ça va être bien sûr avec Hitler en 1932-1933. Mais on va, je dirais, peut-être aujourd'hui assister à une résurgence de nouveaux fascismes, ce que j'appelle les théofascismes, tels qu'ils peuvent se manifester aujourd'hui lorsque les individus ont perdu leurs racines, leur possibilité de s'intégrer socialement et culturellement. مبروك عيدكم. مبروك العيد ولدي. مليحة هذه. بصحة ولدي. Je voudrais savoir s'il serait possible de lui parler ou éventuellement de le rencontrer quand il voudra. Qu'est-ce que change là-dedans? Ton nom. Monsieur Aouzi. Alors, ton stage, tu trouves? Je cherche. Mais tu trouves pas. Je te dis ça, je veux pas te décourager, hein. Vous êtes des Français, soi-disant, vous avez fait des études, vous avez droit à rien. J'arrête l'école. Je veux plus. Tu crois que c'était facile pour moi de m'appeler Rachid Aouzi? Commence pas à te laisser aller, tu continues jusqu'à ce que ça marche. L'islam est venu pour affirmer la justice sur Terre. Monsieur Aouzi, votre frère fréquente des gens peu recommandables. Le djihad est le plus haut sommet de l'islam. Voilà ce qu'on vous enseignera pas dans les mosquées dévoyées. C'est qui l'équipe qui te met ces idées dans la tête? J'ai rien à t'expliquer. Vos frères, ce sont les moujahidines, ceux qui se battent. Faut rompre avec vos familles. Ici, ils ont perdu leur repère. La France leur a tout pris. Alors, il est intéressant de remarquer que c'est chaque fois, je dirais, face aux exigences des nouvelles révolutions technologiques qui soutiennent les découvertes à même de booster, je dirais, l'industrie, que c'est chaque fois un pas supplémentaire dans la spirale qui conduit à isoler toujours davantage l'individu, à le laisser dans le désert justement du politique. Et lorsque s'effondrent les valeurs humanistes qui venaient en quelque sorte constituer des oasis pour permettre aux individus d'échanger leur expérience sensible dans le champ social, culturel et politique, c'est toujours à ce moment-là que apparaissent, je dirais, de nouveaux monstres. C'est-à-dire que nous avons vu comment l'échec des libéraux à la fin du XIXe siècle pouvait produire, n'est-ce pas, l'émergence des mouvements de masse nationalistes, racistes, etc. Comment, bien sûr, au niveau, après la période d'humiliation, de désolation, de destruction, n'est-ce pas, que fut la Première Guerre mondiale, eh bien, il y a un désir, je dirais, de trouver de nouvelles formes d'identification dans les partis de masse avec un sujet collectif qui serait le peuple, qui serait le Führer, etc., qui serait le renouveau italien,
italien, ou bien qui serait le peuple allemand, n'est-ce pas, ou bien l'homme nouveau du stalinisme, eh bien, je pense qu'aujourd'hui, le néolibéralisme, ayant détruit en quelque sorte tout ce qui pouvait constituer nos biens communs partagés, c'est-à-dire tout ce qui pouvait constituer l'héritage de l'esprit de Philadelphie, de tout ce qui pouvait constituer l'héritage, je dirais, de ce qu'on a pu appeler l'État-providence, l'État social, et qui n'est simplement que le partage de biens communs, comment cette destruction qui finalement a constitué, a considéré que l'éducation, la justice et la santé, qui étaient des priorités, n'est-ce pas, après la Deuxième Guerre mondiale, sont devenus aujourd'hui des déficits qui aggravent la dette. Eh bien, ce néolibéralisme a un peu plus d'avantage, isoler les individus en finalement ouvrant une guerre de tous contre tous. À partir de ce moment-là, n'est-ce pas, je dirais que émerge ce qui constitue la substance du monde et dont Nietzsche déjà nous avait informé, c'est-à-dire que le monde est un chaos et que ce chaos n'est organisé que par nos soins, c'est-à-dire que par les fictions que nous pouvons projeter sur lui et qui donnent, n'est-ce pas, une cohérence et un sens non seulement au monde mais à nous-mêmes, à nos existences. Aujourd'hui, face justement à cette destruction qu'a pu constituer et que constitue encore le néolibéralisme, les individus cherchent d'autres valeurs et ils peuvent les trouver, n'est-ce pas, dans des mouvements sectaires, sanglants, fanatiques, qui leur attribuent, comme nous l'avons vu dans le film La désintégration, qui leur attribuent une place dans la communauté. On voit bien dans le film, par exemple, à un moment donné, comment le chasseur de tête de Daesh, n'est-ce pas, dit vous n'êtes plus marocain, vous n'êtes plus algérien, vous n'êtes plus français, vous participez, vous appartenez à l'Oumma, vous appartenez à la communauté. Et c'est un peu la même chose que lorsque, n'est-ce pas, les fascistes ou les nazis ou les staliniens disaient vous appartenez à une nouvelle communauté, vous avez une place dans cette communauté. Et donc on voit bien comment là, n'est-ce pas, c'est le désespoir, c'est la misère, non seulement matérielle, mais c'est aussi la misère symbolique résultant d'une difficulté à s'intégrer, à trouver sa place, à trouver un lieu d'identification, à trouver de nouvelles marques qui finalement laissent ces gens démunis, détruits, déjà morts-vivants. Et donc du coup, ils deviennent la proie de n'importe quel prédateur, qu'ensuite ces prédateurs se prévalent en quelque sorte, n'est-ce pas, de la politique, de la religion ou d'autres choses, de n'importe quelle secte. C'est pareil, c'est toujours la même chose, c'est-à-dire on détruit l'individu dans sa capacité de trouver ses marques, on détruit les dispositifs qui lui donnent des marques sociales et des marques subjectives, et en lieu et place, eh bien, on installe, on injecte, n'est-ce pas, un nouveau dispositif qui vient le maîtriser, le contrôler, le guider jusqu'à la mort. Mais d'une certaine façon, il est déjà mort. C'est-à-dire que quand il est pris dans ces mouvements-là, il est déjà mort. Depuis maintenant, je ne sais plus combien, 27 ans, 28 ans, c'est toujours ce que je ne sais pas, c'est-à-dire ce sont des rencontres entre des musiciens, des danseurs, des sculpteurs, des poètes, des philosophes, des scientifiques. Il n'y a pas une identité révélée, quoi. Voilà. C'est du happening. Non, c'est... Pas au mauvais sens du terme. Voilà, non, ça se veut moins délirant. C'est calme. Été. Oui, c'est délirant, mais par l'artistique, quoi, par des explosions comme ça, par exemple, quand des types jouent comme Michel Portal ou Louis Clavis, des musiciens de l'improvisation, et pas que d'ailleurs, mais d'un seul coup, trouvent là-bas une liberté. C'est encore cette histoire d'ennui. Il n'y a pas de... À Uzès, on a réussi à rater notre truc. Alors, j'adore ce que fait Bernard Lubin et je vais régulièrement à Uzès musical. Ce qui est formidable, c'est aussi la biodiversité culturelle qu'il permet. C'est-à-dire que c'est vraiment un lieu, comme disait Édouard Glissant, de créolisation. C'est-à-dire, on voit bien comment la culture, n'est-ce pas, permet le passage entre la philosophie, le jazz, le théâtre, la politique, la poésie. C'est-à-dire que, n'est-ce pas, on n'est pas dans des secteurs fragmentés, on n'est pas assigné à des disciplines, à des places. On n'est pas comme le montraient les Pink Floyd, n'est-ce pas, dans un labyrinthe. Là, il y a là un échange de l'expérience sensible. Et je pense toujours à cette phrase très forte de Nietzsche, « Nous avons l'art pour ne pas périr de la vérité ». La vérité dont il parlait, c'est la vérité de la méthode, c'est la vérité positiviste, mais c'est tout aussi bien la vérité des indicateurs économiques
ou la vérité des logiques techniques ou scientifiques. Ce que disait aussi d'ailleurs Jaurès, qu'est-ce que c'est l'humanité? L'humanité, c'est pas une transcendance, c'est pas chaque individu. L'individu, c'est l'humanité, c'est la parcelle qui existe en chacun des individus humains et qui lui fait refuser, n'est-ce pas, une fatalité biologique et économique. C'est-à-dire qu'on voit bien comment c'est la transgression des normes et des automatismes qui constituent la liberté du sujet humain. Et ça, je crois qu'il n'y a vraiment que l'art pour nous montrer la voie. C'est-à-dire l'art, c'est justement ce par quoi nous pouvons échanger une expérience. L'art, c'est ce par quoi nous pouvons transformer la plupart des événements qui nous arrivent, n'est-ce pas, en expériences sensibles, en narration, en récit, en peinture. Et c'est vraiment le lieu où nous éprouvons ensemble. Ça a été d'ailleurs un point très fort de la Troisième République, c'est cette idée selon laquelle, n'est-ce pas, puisqu'il y avait une désacralisation du monde, puisqu'il y avait une laïcisation du monde, il était extrêmement important de retrouver d'autres valeurs qui soient, n'est-ce pas, palliatives ou qui puissent remplacer la religion. La religion, ça veut dire relier les êtres humains ensemble, et ils l'ont cherché du côté de l'art. C'est Alfred Fouillé, qui était un philosophe qui a beaucoup inspiré les cérémonies et les textes de la Troisième République, qui a essayé de montrer qu'il ne suffit pas d'amener les individus à penser ensemble. Il faut aussi qu'ils puissent éprouver la même chose, et c'est cela qui constituait une nation. Je crois que c'est très très fort comme idée, et je crois qu'effectivement, le travail que fait Bernard Lubat montre que par l'art, n'est-ce pas, nous pouvons ensemble échanger, et je dirais justement cette capacité d'échanger, c'est cela qui nous fait sortir du désert de la politique, c'est cela qui nous fait aimer ensemble, c'est cela qui nous fait vivre ensemble, et c'est cela la vraie sécurité. Ce ne sont pas les mesures sécuritaires, ce ne sont pas les bracelets électroniques, ce ne sont pas les caméras de surveillance. La vraie sécurité, c'est le lien social, et c'est ce sentiment, n'est-ce pas, que nous a donné, je dirais, au tout début de notre vie, l'environnement humain. Faute de cet environnement humain, et faute justement du fait que cet environnement humain, il parle, hein, je pense à la phrase de Freud, n'est-ce pas, du petit enfant qui est dans le noir avec sa tante, et qui dit « Parle-moi, tante, il fait plus clair quand on parle ». C'est cela la culture, il fait plus clair quand on parle. Tout le monde vient dans le village, je vous dis. Je sais que dans les villes, on fait plus conscience que ça, comme dans la ville. Comme ça, c'est notre genre, on voit les trucs. Les jours. Enfin bon. Salve-me do campo, mas Almania. E samba na cura da Bahia. Samba gascunha, da ptude escunha. Samba bastarda, mas a lucante pra uma mensagem. São tous amis, mamãe, mamãe, samba na resta. Conheço um chita com que virou, binegraira. Je crois que tu peux m'embarcar. Mas Almania, tu la sensation, maman Almania. Et samba la cura da Bahia, samba les pâtes, mateux les pâtes, samba résille, ma chrysalide, je me tyrannise, sans toi je fais ça en ma valise, tu me manques tueuse, samba la cura da jazz, que tu m'exiges, tu ris quand on se baisse d'amour, maman ça au bail, et ensuite